Merci, cher Marc, merci à tous les participants. Et s'il fallait prouver la nature presque universitaire de ce colloque, il faudrait simplement souligner qu'il commence en retard, le quart d'heure universitaire étant presque respecté, et puis selon notre aspect également que les universitaires reconnaîtront, eh bien, je ne parlerai pas exactement de ce qui a été annoncé, puisque plutôt que de présenter les aspects de cette matinée seulement, et je le ferai effectivement, puisque j'ai l'honneur de présider cette table d'honneur, eh bien, je me limiterai essentiellement à remercier en quelque sorte tous les participants et particulièrement la DRAC. Oui, hein, je tiens vraiment très chaleureusement à remercier tous les participants et tous les responsables de la DRAC, parce que sans la DRAC, cette journée n'aurait pas eu lieu, et pas plus n'auraient eu lieu les deux journées qui ont eu lieu à l'ICES et qui ont été évoquées à l'instant. Alors, ce sont des journées qui ont été historiques, et la demi-journée que je présenterai le sera également historique. J'ai envie de la présenter de cette manière-là parce que elle se différencie de l'après-midi que nous vivrons ensemble, et qui sera plus tournée vers de grandes problématiques, peut-être l'éternel, qui est le rocher des siècles, et nous, après l'histoire, étudierons en quelque sorte bien, ce qui demeure dans les combats qui ont fait naître la DRAC. Voilà, j'ai cité l'écriture, bien sûr, mais beaucoup plus proche de nous, il faut citer une autre écriture qui marque 1924, Jacques Bainville, dans son écriture toujours pertinente d'un ouvrage qui est intitulé L'entre-deux-guerres, évoque 1924. Avec ce propos, il écrit « L'histoire se répétait avec des hommes anciens dans des circonstances nouvelles. L'histoire se répétait avec des hommes anciens dans des circonstances nouvelles. » Et ô combien cette situation que nous allons décrire aujourd'hui, avec la naissance de la DRAC, illustre cela. En réalité, cette année 1924 nous est proche. Elle nous est proche, même si elle peut paraître lointaine, parce que de nouveaux enjeux semblent apparaître, qui sont aussi anciens que le monde, dirais-je. Alors, le parallèle entre 1924 et 2024 peut ne pas apparaître de façon évidente, et pourtant il y a des parallèles surprenants, un clin d'œil en quelque sorte, dont seule l'histoire a le secret. On pense d'emblée au JO, bien sûr. En 1924 a lieu la première cérémonie d'ouverture qui est à rappeler en quelque sorte avec une pâle représentation en 2024. Il n'y a pas que cela, je ne vais pas vous asséner, vous Parisiens, d'un rappel des Jeux Olympiques, mais d'autres réalités. 1924, c'est une période au cours de laquelle, eh bien, la gauche s'unit avec un mot d'ordre, pas d'ennemis à gauche, qui fait l'unité sur la seule opposition au bloc national qui domine alors et qui se présente aux élections de la même année, 1924. Un cartel des gauches se met en place avec des radicaux socialistes, les socialistes, qui obtiennent une majorité relative, faut-il le souligner, pour montrer le parallèle à faire avec 2024, une majorité relative qui offre néanmoins une majorité suffisante pour prétendre à diriger un gouvernement qui, eh bien, sera mis en place relativement difficilement. Le premier but que se fixe le cartel des gauches est de faire tomber le président Mitterrand, qui, en l'occurrence, ne se résout pas à choisir un membre du cartel des gauches, et pour cela, eh bien, il est mis à l'écart. Alors, dans une sorte de prise en main du gouvernement, la cartel des gauches met en place un gouvernement de gauche dirigé par Herriot, qui rappelle en quelque sorte
les heures du début du siècle qui sont anticléricales. Rien de surprenant, hein. Eugène Delahaye, le directeur du Nouvelliste de Bretagne, en 1923, lui qui appelait à une union des droites, avec ce mot d'ordre contraire, pas d'ennemis à droite, le pressentait. Si l'union des droites ne se fait pas, si les élections de 1924 amènent à une majorité de gauche, nous avons à craindre, écrit-il, immédiatement la reprise de l'anticléricalisme. Et c'est ce qui va se passer, bien entendu. L'anticléricalisme se met en place, rappelant les lois de 1904 notamment, en tout cas les expulsions des religieux, et s'opère une résistance assez large en quelque sorte face à ces différentes mesures. Je pense en particulier aux mesures qui sont prises pour essayer d'appliquer le régime de séparation aux départements concordataires, comme on dit, l'Alsace et la Moselle en l'occurrence. Alors, ce parallèle est assez saisissant, hein, et je remercie encore la DRAC d'avoir pu permettre d'approfondir ces parallèles, parce qu'ils m'ont donné l'idée d'étudier plus largement l'année 1924. Nous en avions déjà, disons, le pressentiment. L'année 1924 présentait un intérêt sur le plan national. On avait prévu d'étudier le cartel des gauches, les gauches, parce que le Parti communiste a une histoire assez particulière dans cette année-là, le Parti communiste dit français, mais aussi les autres partis communistes dans le monde. Eh bien, nous avons décidé d'étendre en quelque sorte cette étude. Étendre cette étude pour poser la question suivante, et je suis en train de présenter plus avant le colloque qui a été évoqué par Marc Levatois. La question étant celle du renouvellement en quelque sorte. Tout est neuf, mais tout est en même temps ancien dans cette année 1924, que ce soit sur le plan national comme le plan international. Est-ce que 1924 marque une nouvelle naissance? Et j'ose prétendre que le colloque est arrivé à des conclusions qui, évidemment, ne font pas de 1924 une année charnière. Aucune année n'est véritablement complètement charnière en histoire, mais 1924 marque tout de même une nouvelle naissance, ou des nouvelles naissances, dans précisément les réactions aux phénomènes qui se déroulent alors. Rappelez-vous, 1924, c'est la suite de 1919-23, autrement dit, la fin des conséquences de guerre. J'ai cité ces dates, 1919-23, parce qu'elles correspondent aux traités d'après-guerre, les traités parisiens qui se terminent par le traité de Sèvres, 1923, qui règle le sort de l'Empire ottoman. Et cet Empire ottoman fait place déjà à une Turquie nouvelle, qui montre bien que les enjeux sont passés des années de guerre, des années d'après-guerre également. Eh bien, en France, nous en sommes là, et c'est ce que nous avons essayé de montrer en quelque sorte lors du colloque qui a eu lieu le 7 et 8 novembre dernier à l'ICES. Voilà. La journée a commencé par une matinée politique consacrée à Léon Bérard, qui était présenté par Thierry Rambaud. Léon Bérard qui représente à la fois le gouvernement passé par rapport au cartel des gauches, mais aussi la mise à l'honneur des humanités, je pense qu'on y sera sensible ici, qui sont combattues par le nouveau gouvernement et Édouard Herriot. Et puis une autre intervention a marqué particulièrement, consacrée à Édouard Herriot, avec Jean-Pierre Descottes, qui en a montré l'aspect assez inconnu, c'est-à-dire la politique anti-étranger qui a été menée par ce gouvernement. La suite de la matinée a été animée sous la présidence Joubert, M. Joubert, par donc un littéraire sur des thématiques littéraires et scolaires, très naturellement, et Alain Lanaver nous a ravis en quelque sorte de son étude sur René Bazin, évoquant la politique d'introduction des lois de séparation dans cette zone, en quelque sorte, la Lorraine. Balthus le Lorrain, c'est ce qu'il a présenté, assez bellement, je dois dire. René Lanaver succédait en quelque sorte à
Alain Bazin, si vous me permettez. Alors, ensuite, Simon Vrignot, qui est ici présent et qui interviendra également, nous a présenté la politique scolaire assez complexe, mais qu'il semble saisir. Il aura l'occasion de le montrer de nouveau, je le crois. Et Alain Toulza a suivi en quelque sorte, puisqu'il nous a présenté la DRAC. Vous comprenez, les 2 journées sont prévues en symbiose, en quelque sorte, entre l'ICES et la DRAC. Alors, il y a eu d'autres interventions. Jean-Noël Grandhomme a évoqué dans l'après-midi les enjeux propres à l'Alsace et la résistance du Monseigneur Ruch, dit-on là-bas, qui a défendu le statut propre à l'Alsace, le statut particulier à cette région. René Caleras a éclairé l'assistance en évoquant une autre résistance politique, cette fois avec les Jeunesses Patriotes, et son chef Tétinger qui présente un nouveau bonapartisme quasiment, en tout cas c'est la question qu'il posait. Et puis le général Blachon a évoqué la figure sur laquelle on reviendra du général de Castelnau, incontournable figure de la Fédération nationale catholique, et le dernier essai, disait-il, d'organisation des catholiques dans cette année-là. Et puis la dernière partie de la journée a été beaucoup plus étendue, fantastique, parce que portant sur des phénomènes qui sont nés en France, mais qui ont des répercussions, des phénomènes musicaux avec Bruno Moisan, on pense à Ravel par exemple. Tout est renouvelé en quelque sorte dans des mouvements musicaux qui naissent ou aboutissent cette année-là. Et puis il y a eu une intervention sur le surréalisme qui a conclu la journée de façon poétique et pas simplement culturelle. Alors, la deuxième journée était internationale et elle a évoqué des situations assez naturellement au centre de nos préoccupations. On songe à l'occupation de la Ruhr, bien entendu, qui a été évoquée sous la présidence de Jean-Noël Grandhomme, par 3 personnalités dans des perspectives différentes. Les perspectives françaises, pour ainsi dire, avec la politique européenne qui s'ensuit, et Christophe Réveillard nous a exposé cette situation. Le point de vue allemand, quasiment, avec Matthias Kordes. Et puis un autre point de vue qui, en quelque sorte alsacien, était porté par Benjamin Wolf, pour évoquer un point central de cette période, une rupture en quelque sorte dans les relations franco-allemandes. La seconde partie de la matinée a été consacrée à des événements beaucoup plus lointains qui vous montrent que l'année 1924 offre d'autres perspectives. On a évoqué la Chine de Sun Yat-sen qui évoque une régénération du nationalisme. Et il est intervenu de Chine, tandis que de France intervenait un spécialiste de l'Afrique du Sud, où se met en place les bases de l'apartheid en 1924 par la victoire du Parti national en alliance avec les travaillistes, faut-il le rappeler. C'est ce qu'a fait Jean Perrois. Georges Gaël Moulec a évoqué le communisme et l'aspect central de celui-ci, c'est-à-dire le bolchevisme qui se réorganise après la mort de Lénine au tout début de l'année 1924. Et puis dans l'après-midi, nous sommes partis d'abord sur les rives de l'Adriatique, de la Méditerranée, avec un exposé de M. Foro sur l'Italie fasciste, parce que le Parti national fasciste gagne les élections en 1924 et installe un régime après avoir pris le pouvoir en 1922. Il fallait évoquer d'autres situations, et c'est ce qu'a fait Antoine de Prémonville en évoquant Zog, qui s'installe dans les destins de l'Albanie, dont il va devenir roi un petit peu plus tard. Et puis la dernière séance a été religieuse et rejoint très certainement cette journée que nous vivons, puisque François Mabille a évoqué le renouvellement des missions partout dans le monde. Et puis, Ludovic Laloux a évoqué un phénomène international qui est la croisade eucharistique, puisque cette organisation devient très vite internationale, même si elle est née en France.
Voilà, alors j'espère que vous avez goûté à la richesse de ces journées, en quelque sorte, dont j'annonce qu'elles vont faire l'objet d'une publication en symbiose avec les actes de cette journée qui vont être publiés. 2 volumes seront consacrés, plutôt le premier à un aspect mémoriel autour de la DRAC, et puis l'autre autour d'un aspect historique, l'année 1924 et sa célébration. Alors, on reste dans l'histoire, évidemment, et j'ai l'honneur de présenter parmi les intervenants d'abord Alain Toulza, qui nous ravira, j'en suis sûr, avec son histoire de la DRAC, qu'il évoquera, lui qui est vice-président de la DRAC et qui est à ce jour le plus grand spécialiste de cette organisation. Il en est porteur en quelque sorte, et je tiens à le saluer et encore à le remercier de m'avoir invité à partager cette expérience qui, vous l'avez vu, est assez riche également, parce que j'ai tenu à ce que des universitaires interviennent, que les spécialistes interviennent de toutes origines, de toutes formations, ça a été souligné par Marc Levatois, et les étudiants, et c'est un gros travail que de faire travailler des étudiants et en même temps de les porter en quelque sorte à participer à une journée qui peut paraître autrement uniquement dans un cénacle, dans une petite assemblée seulement. Voilà, le public qui est présent ici montre que ce n'est pas le cas. Cette journée a d'ores et déjà un retentissement, et je remercie tous les participants d'y contribuer. Je vous remercie.